Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Au sommaire, au Nigeria, réouverture ce lundi de tous les collèges et lycées de l'État du Borno où avaient été enlevés plus de 200 lycéennes par Boko Haram il y a 2 ans. La région reste sous la menace du groupe terroriste. MSF alerte sur l'urgence humanitaire. Dans ces conditions, comment peut avoir lieu la réouverture des établissements scolaires ? La rentrée littéraire en France, presque 600 ouvrages publiés. La saison des prix s'ouvre avec ses rumeurs, ses favoris, ses outsiders et bien sûr ses traditionnelles polémiques si françaises. Autre temps fort de la semaine, l'attribution du prix Nobel de littérature. Nous verrons cela en fin d'émission. Et pour en parler avec nous, Axel Simon du service Culture de France 24 et Maïsaloum Nassar de la rédaction arabophone de France 24. On va commencer par le Nigeria. L'enlèvement des lycéennes de Chibok avait provoqué un mouvement de solidarité internationale avec éventuellement aussi des personnalités qui s'étaient impliquées, notamment sur les réseaux sociaux. Il y avait le hashtag Bring Back Our Girls qui veut dire rendez-nous nos filles. C'était il y a 900 jours, plus de 900 jours maintenant. Où est-ce qu'on en est de l'enquête ? Il y a eu des efforts pour aller les chercher et finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. On sait très bien déjà, Virginie, qu'il y a plusieurs dizaines de filles qui ont pu échapper à Boko Haram. Mais malheureusement, actuellement, il y a plus de 200 filles qui sont toujours avec ce groupe terroriste. Il y avait des négociations qui ont commencé à partir de juillet 2015 entre les services d'intelligence secrets nigérians et des présentateurs de Boko Haram. Malheureusement, il y avait un échec de ces négociations récemment. Le gouvernement nigérian a dit malheureusement, on n'a pas pu aboutir parce que il y a une division au sein du groupe terroriste actuellement. Donc, l'interlocuteur dans les négociations, il n'est pas défini. Normalement, division due au fait qu'une grande partie d'entre eux veut faire allégeance ou a fait allégeance à l'organisation d'État islamique. Terroriste, exactement. C'est ça le problème. Et là, l'ancien chef de Boko Haram, qui s'appelle Abou Bakr Shekau, a dit qu'il est toujours le chef. Donc, c'est lui l'interlocuteur, tandis que l'État islamique a décidé de mettre un autre chef. Du coup, le problème maintenant, l'échange n'a pas eu entre les prisonniers de Boko Haram et les filles. Et malheureusement, la situation des filles, elle est catastrophique parce qu'on a vu récemment une vidéo où on voit les filles, c'est comme des esclaves. Elles sont mariées à des combattants de Boko Haram, elles sont traitées comme des esclaves. Des esclaves sexuels notamment. Et parfois, elles sont envoyées comme suicidaires pour faire des attentats kamikazes. Effectivement, c'était une des pistes qui était... En tout cas, la pression continue, même sur les réseaux sociaux. Alors, ça, c'est sur les filles qui n'ont toujours pas été libérées. Maintenant, il y a une sorte d'effet d'annonce. Le gouvernement dit on va dans la région, du Borno, on va réouvrir les écoles, des écoles qui sont fermées depuis maintenant 2 ans. Il faut rappeler quand même que Boko Haram, ça veut dire l'éducation occidentale est un péché. C'est un groupe qui vise spécifiquement aussi les écoles. MSF tire la sonnette d'alarme, situation humanitaire catastrophique, 2,5 millions de déplacés. Dans ces conditions, est-ce que c'est vraiment faisable d'ouvrir ces écoles ? Virginie, il n'y a pas d'autre solution parce que, tu l'as dit, ce groupe-là, il veut détruire l'infrastructure des écoles dans les pays où il est actif. Donc, du coup, pour un gouvernement, on ne peut pas laisser les enfants sans scolarisation. Parce qu'après, des enfants dans la rue, c'est-à-dire des enfants enlevés, des enfants armés, des enfants futurs terroristes. Du coup, réouvrir les écoles, c'est une très bonne décision. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, il n'y a plus d'écoles. Il n'y a que 2000 écoles dans la région. Oui, les établissements ont été détruits. Exactement. Et dans ces écoles-là, il y a même des déplacés. Donc, du coup, ils sont en train de faire un système de roulement. C'est-à-dire, l'avant-midi, il y a les écoliers primaires. L'après-midi, il y a le secondaire qui vient d'ouvrir, qui va ouvrir dans quelques jours. Donc, du coup, ce n'est pas mal. Mais le gouvernement nigérien, il demande à la communauté internationale d'aider. Il y a l'UNICEF qui travaille là-bas avec les écoliers. Mais ils ont besoin de 23 millions de dollars pour réintégrer, si tu veux, tous les écoliers qui sont à peu près plus d'1 million d'écoliers qui ne sont plus à l'école aujourd'hui au nord-est de Nigeria. Sans parler des autres qui sont au Tchad, au Niger, au Cameroun. Donc c'est un chantier, mais c'est la seule solution aussi de lutter contre l'idéologie de Boko Haram, parce que si on ne réintègre pas les écoliers, après ils vont
Après, ils peuvent être radicalisés à leur tour. Merci beaucoup, Maï Saloum, pour vos explications. On va passer maintenant à la rentrée littéraire, sujet peut-être beaucoup plus léger, même pas peut-être tout à fait léger comparé évidemment au Nigeria. En France, donc 600 livres, ouvrages ont été publiés cet automne. Il va y avoir les prix qui vont être annoncés au fur et à mesure. Ça fait quand même énormément de livres. Ça existe dans d'autres pays aussi, mais il y a une sorte de spécificité française. Quelle est-elle ? Oui, en fait, la rentrée littéraire en France, c'est vraiment un événement, une institution même qui date d'ailleurs du début du XXe siècle. C'est dire. Et en fait, c'est la saison de publication frénétique de centaines de livres sur une période assez courte, de fin août, fin de l'été, jusqu'à la remise des prix littéraires en octobre. La rentrée littéraire, c'est aussi, comme vous l'avez dit, la saison des prix d'automne. Il y en aurait 2000 en France chaque année, ce qui fait de la France, en fait, le premier pays au monde pour le nombre de prix littéraires. Bien devant le Japon. Et alors, ça sert à quoi, alors, du coup, tous ces prix littéraires ? Eh bien, en fait, l'idée, l'intérêt principal, c'est vraiment... Parce que vous dites 2000 prix littéraires, il y en a quand même certains qui sont plus connus que d'autres. Oui, justement, les très connus, on les appelle les 5 grands prix. C'est le Goncourt, le Renaudot, le prix Femina, le Médicis et l'Interallié. Et en fait, l'intérêt, c'est parce qu'en fait, les médias en parlent beaucoup. Et c'est à la fois, du coup, un tremplin pour la notoriété des auteurs. Et puis, c'est aussi une façon de doper les ventes pour les maisons d'édition. Et puis aussi, très important, pour les écrivains. On estime, par exemple, que les ventes du concours, c'est 400 000 exemplaires vendus. Alors, vous avez lu certains de ces livres, peut-être pas les 600. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que vous avez des conseils ? Qui sont un peu quels sont les romans dont on parle le plus en ce moment ? Le Cru 2016, il est assez intéressant. C'est vrai que c'est un peu déboussolant. 560 romans, 360 français, 200 étrangers. C'est important, mais c'est en fait en légère baisse par rapport à 2014 et 2015. Et le sentiment qu'on a cette année, c'est vraiment, pour la première fois depuis longtemps, il n'y a pas eu de véritable scandale annoncé. Pas encore. Non, mais les livres sont déjà publiés. En fait, il n'y a pas eu, comme il y a d'habitude en juin, celui qui est attendu, le maudit, l'incontournable. Peut-être aussi parce qu'il y a eu cette situation internationale et puis les attentats. Donc du coup, ça a un petit peu calmé le jeu. C'est une sélection qui est assez ouverte, avec notamment une très belle sélection d'artistes africains. Il y a évidemment tous les poids lourds, Amos Rose, Salman Rushdie, les Français incontournables, Alain Mabankou, Yasmina Kadra, etc. Alors, il y a aussi des petits jeunes, enfin on va les appeler comme ça, qui sont en train de monter sur la scène littéraire. Vous avez lu certains de leurs ouvrages ? Oui, ça m'intéresse beaucoup, la scène émergente. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu ? En fait, j'ai sélectionné pour vous 3 auteurs qui sont des jeunes auteurs par l'âge, mais pas du tout par leur écriture, parce qu'en fait, ce ne sont pas des nouvelles plumes. Déjà, du haut de leur petite trentaine, ils sont déjà confirmés. Alors déjà, Leila Slimani, qui est une jeune écrivaine franco-marocaine. On en a beaucoup entendu parler, et l'histoire, a priori, fait assez peur elle revient avec un livre qui s'appelle Chanson douce, 2 ans après son premier roman qui avait vraiment bien marché, Dans le jardin de l'ogre. Chanson douce, donc c'est l'histoire d'une nourrice qui va tuer les enfants dont elle a la garde, c'est ça ? Exactement, et en fait après elle va dérouler le profil psychologique de cette nounou. Donc c'est un thriller psychologique, c'est une fiction, bien évidemment, mais elle vraiment s'intéresse au contour du bien et du mal dans des situations les plus anecdotiques et banales qui soient. Ça c'est le premier conseil. Ça vous a plu ? Beaucoup. Deuxième conseil, Gaël Faye, qui est un auteur en fait tout jeune, Petit pays. En fait, il raconte son enfance au Burundi, une mère rwandaise et puis un papa français. Il raconte en fait l'éclatement du conflit entre Hutu et Tutsi. Et le bonheur de l'enfance aussi, j'ai entendu dire qu'il parlait beaucoup du bonheur de l'enfance. Oui, une enfance joyeuse. Et c'est en fait, tout le récit, c'est vraiment son enfance, avec sa sœur et ses parents. Et alors, le troisième titre que vous avez retenu, c'est Jean-Baptiste Delamot, c'est ça ? Oui, pour le règne animal, qui lui s'intéresse vraiment à la place de l'homme. C'est assez Alors, c'est 4 générations d'éleveurs de porcs, c'est ça ? Et exactement. Ça parle de torture animale. Exactement. Et c'est un sujet très à la mode en ce moment en France. Oui, en fait, il s'intéresse vraiment au rapport de l'homme sur la planète et puis dans le rapport au règne animal. Donc, ce sera votre sélection... Les 3 jeunes. Les 3 jeunes. Alors, l'autre moment fort de la semaine, ce sera l'attribution du prix Nobel de littérature. Il n'y a pas de pronostic parce qu'il n'y a pas de liste officielle.
On va peut-être, par contre, pouvoir revenir peut-être juste sur le prix Nobel de littérature, un petit historique. Oui, ce que c'est. En fait, c'est un prix qui est international, qui est décerné donc, par l'Académie suédoise du Nobel depuis 1901 et qui récompense en fait l'œuvre littéraire complète d'un écrivain. Ça n'est pas un roman, c'est vraiment une œuvre complète. Et puis, il est doté d'une enveloppe quand même assez intéressante de 900 000 €. L'an dernier, le prix Nobel de littérature était la Biélorusse Svetlana Alexievitch. C'est une œuvre qui s'intéresse vraiment aux traces que laissent en fait les grands épisodes du siècle soviétique, la Seconde Guerre mondiale, Tchernobyl, la guerre en Afghanistan, l'éclatement de l'URSS. En 2014, c'était un auteur français, Patrick Modiano. Et puis là encore, comme on le disait, le prix Nobel, c'est aussi le succès des ventes. Ça provoque forcément un pic des ventes. Par exemple, pour Modiano, 400 000 exemplaires vendus, alors que normalement, c'est plutôt de l'ordre de 40 000. Ah oui, fois 10 en fait, il a multiplié par 10 ses ventes. Donc, prix Nobel de littérature le 7 octobre prochain, c'est ça, donc à suivre aussi sur nos antennes. On va évidemment commenter cette actualité. Merci beaucoup Axel Simon, merci beaucoup Maïssa Lounassa d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. À très bientôt. L'info continue sur France 24.